Bonjour chers babinotes, bienvenue dans votre espace littéraire. Nous recevons l'auteur Pierrette Faust qui a écrit L'enfant de personne, l'œuvre que nous allons découvrir ensemble au cours de l'émission. Elle est enseignante à la retraite, éditrice et auteure. Bonjour Madame Faust, merci d'avoir répondu présente à notre invitation dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Merci Rachel, merci de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi de venir parler de mon livre. L'enfant de personne, est-ce un enfant sans parents ou l'enfant de tout le monde? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Mon premier livre s'intitulait L'enfant de nulle part et lui, l'enfant de personne. Alors, je me suis rendu compte moi-même après réflexion, bien après, qu'il s'agissait, en fait, on pense que c'est un enfant de la rue. On me pose souvent la question, est-ce que c'est un enfant de la rue parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un? Mais je pense qu'en écrivant, j'ai voulu poser la question de l'appartenance à une famille ou la question de l'identité. Voilà. Donc, on voit à travers mes deux livres qu'il y a un questionnement sur l'identité des enfants. Il y a une qui se dit enfant de nulle part et lui il se dit l'enfant de personne. Or, en lisant le livre, on se rend compte qu'il a bien des parents et qu'il n'est pas un enfant de la rue, mais on ne peut pas dévoiler toute l'intrigue. Voilà. Dans l'œuvre, on apprend que Liliane est morte d'overdose. Quel message voulez-vous faire passer à travers cela? Justement, au début, en écrivant le livre, j'avais pensé écrire quelque chose sur le phénomène de la drogue. Un enfant qui meurt d'overdose, c'est-à-dire qui se drogue. Et je me suis rendu compte après que ce n'était pas tellement le phénomène de la drogue est la conséquence d'une situation. C'est un enfant qui ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien dans sa famille, il ne se sent pas bien dans sa peau. Il va finir par s'adonner à la drogue et il va en mourir. Donc, le message, je pense que souvent dans les familles, on ne fait pas attention à comment les enfants eux-mêmes se perçoivent. Comment ils vivent les relations familiales, comment ils perçoivent les difficultés de relations entre les parents. Mais c'est bien par la suite que moi-même, en relisant le livre, tout ça m'a sauté aux yeux, mais sur le moment, je pensais écrire quelque chose sur la drogue. J'ai voulu attirer l'attention sur le fait qu'un enfant qui ne se sent pas bien finira par se droguer, faire des bêtises, mais en revenant à la source, c'est la place de l'enfant dans la famille vis-à-vis de ses parents qui ressort à la lecture du livre. C'est la maman de Liliane qui raconte l'histoire. Pourquoi ce choix? Est-ce inspiré d'un fait réel? Je pense que non, mais comme j'ai dit au départ, c'est un simple fait littéraire. Bon. Et puis, en réfléchissant, je me suis questionner peut-être moi-même par rapport à mes enfants, parce que j'en ai 4. Et j'ai fini par voir que de mes 3 enfants, 3 filles, le seul garçon au milieu, c'est celui qui a eu toutes les difficultés. Et je me suis souvenue de son apparence quand il allait à l'école, ses fréquentations, mais je ne connaissais pas le phénomène de la drogue et je ne faisais pas attention à ça. Donc, c'est peut-être, je ne dirais pas autobiographique, mais il y a beaucoup de choses que j'ai puisées dans mon vécu. La drogue est un fléau qui prend de l'ampleur. Comment permettre aux enfants de ne pas s'y réfugier quand la cellule familiale va mal? Moi, je mets comme dédicace dans mes livres, quand je fais les dédicaces, je dis que l'histoire de Liliane nous interpelle chacun de nous sur notre responsabilité de parents et d'enfants. Il n'y a pas eu de communication dans cette famille, il n'y a pas eu de communication. La mère était engluée dans ses problèmes du passé, le père dans ses problèmes du présent, l'enfant était au milieu et il n'y a pas eu de communication, personne ne l'a vu partir. Il y a quelqu'un qui a dit que le diable est dans les détails. Même quand la famille semble aller bien, il faut faire attention aux enfants. Le moindre changement, on doit avoir la plus grande vigilance parce que les enfants dérapent vite. Et quand vous avez autre chose à faire que de surveiller vos enfants,
Ben, un jour, vous serez surpris qu'ils ont dérapé et puis vous ne vous en êtes pas rendu compte. Moi, je ne me suis pas rendu compte que mon fils se droguait à un moment. Qu'est-ce qui a justifié qu'il se soit adonné à la drogue? Peut-être un caractère un peu influençable au milieu de ses camarades. Il y a tellement de choses qui sont en cause, en question. On ne peut pas, comme ça, de prime abord, dire on va trouver la solution comme si... C'est la vigilance, c'est le regard vigilant, c'est les actions vigilantes, c'est la prière, c'est tout ça qui peut protéger les enfants. Vous avez 4 autres œuvres, à savoir L'enfant de nulle part, un recueil de nouvelles, L'idylle au bord de la lagune, À l'intime de mon cœur et le dernier né, La voix des anges. Comment choisissez-vous les thématiques? Les thématiques, bon, d'abord ça tourne autour beaucoup des enfants, puisque c'est mon milieu, c'est celui que je connais, ça tourne autour des enfants. Je restitue un peu tout ce que j'ai vécu en tant qu'enseignante, en tant que maman, en tant qu'épouse, parce qu'il y a un que vous n'avez pas cité, c'est Emprise fatale. Voilà, c'est l'avant-dernier. Là, il parle du vécu de 2 femmes avec 2 hommes. Donc, de mon vécu de professeur, mère, épouse, j'ai puisé dans tout ça. La pédagogie, j'ai mis de côté. J'ai été professeur, mais j'ai mis la pédagogie de côté. Et je suis revenue à ce que je suis fondamentalement, à savoir une femme et une mère, une épouse. Vous l'avez mentionné, vous avez écrit L'enfant de nulle part et après L'enfant de personne. D'où vous est venue l'envie de passer de L'enfant de nulle part à L'enfant de personne? Est-ce que les 2 œuvres sont liées? On peut faire un tome 1 et un tome 2. On peut faire, parce que quand on finit L'enfant de nulle part, on se dit que finalement nos histoires, nos vies tiennent à très peu de choses. Nous sommes dans la main de Dieu. Et celle qui termine l'histoire de L'enfant de nulle part dit, et je vous invite à découvrir l'histoire de Lilian, l'enfant de personne. Voilà. Elle a fait un lien comme ça vers ce roman qui est quand même séparé par Idylle au bord de la lagune. Mais je pense qu'on pouvait faire un tome 1 et un tome 2. De la même manière qu'avant L'enfant de nulle part, il y a un que vous n'avez pas cité, c'est Madjoua la lionne, qui peut être aussi le premier livre. Ensuite, L'enfant de nulle part, et puis celui-là, L'enfant de personne. Donc peut-être qu'un jour, je vais penser à faire un tome 1, tome 2, tome 3. Parce que l'écriture aussi, on renouvelle, hein, on réécrit à chaque fois. Et comme je dis souvent aux enfants que je rencontre, aux élèves, je dis, l'écriture, c'est comme une recréation. Dieu nous recrée chaque jour. Quand tu écris, tu peux changer le lendemain. Et quand je fais les dédicaces, je conseille le livre surtout aux papas. Je leur dis, ça, c'est pour les papas. Il faut absolument le lire. Parce que si votre enfant dit qu'il est l'enfant de personne, ça veut dire que vous avez failli dans son éducation. Mais finalement, tous les personnages de ce roman sont fautifs, sont à indexer. Tous. La maman qui ne réagit pas. Le papa qui a ses préoccupations. Le médecin même chargé de suivre la maman, l'enfant même qui s'est laissé aller. Tous les personnages de ce roman sont à indexer, ce n'est pas que le papa. Finalement, je crois que lors des dédicaces, je n'indexerai plus le pauvre papa. Je conseillerais même à toute la famille de lire le roman et d'en parler en famille, pour qu'on n'arrive pas un jour à dire « je suis l'enfant de personne ». Alors qu'on est entouré par des gens, mais on dit « je suis l'enfant de personne » parce qu'à un moment, on s'est réfugié dans sa bulle tellement on ne se retrouve plus. On n'aime ni son père, ni sa mère, ni sa grand-mère, ainsi de suite. Mais là, c'est grave parce que je pense que la voie qu'on prend comme ça, là, c'est le suicide. Ouais, c'est quand même fort parce que c'est comme si tout le monde a failli en fait à sa mission. Tout le monde est à indexer comme vous venez de le mentionner. Et vous l'avez dit, vous écrivez énormément pour les enfants. Vous écrivez énormément pour les enfants. Vous avez dit que votre domaine d'activité a joué en partie face à cela. Mais est-ce à dire que tout peut se régler ou tout peut déraper dès le bas âge? Dans ce livre, l'enfant il commence à se droguer à 8 ans. Parce qu'il a entendu son père au téléphone dire qu'il n'est pas son fils. Il s'est retrouvé dans une situation, il a commencé à prendre de la drogue.
Mais un enfant qui se drogue, ça se voit. Parce que physiquement même, il y a des signes cliniques. Il a les yeux rougis, il ne mange pas. En grandissant, il ne pense qu'au sexe. Il est agressif, surtout ça. Il est agressif. Mais comment, dans cette famille, personne n'a perçu tous ces phénomènes jusqu'à ce qu'on dise on n'a pas d'autre solution, c'est un drogué, il faut l'envoyer en France, le désintoxiquer. Selon vous, comment les parents peuvent redonner goût à la lecture aux enfants? Tout le monde pose la question, hein? Tout le monde pose la question. Bon, les auteurs eux-mêmes doivent faire un effort pour écrire des livres qui intéressent les enfants, parce que même si le livre, je veux lire, je prends un livre, il n'est pas intéressant, je vais le déposer, et puis je vais reprendre mon téléphone. Donc, nous devons faire des livres de bonne qualité qui intéressent les enfants. Bon, vous avez dit tout à l'heure que j'écris pour les enfants. Non, moi j'écris sur les enfants, parce que les enfants du premier cycle, enfin du primaire et du premier cycle, souvent ils ne peuvent pas lire mes livres, c'est trop émotionnel, c'est trop fort. Donc je n'écris pas pour les enfants. J'en suis même incapable, parce que mes livres expriment des émotions trop fortes. Ce serait plutôt pour le second cycle et puis les parents. Mais c'est des livres de bonne qualité qui, petit à petit, vont les ramener à la lecture. Or, en ce moment, c'est vraiment ce qui nous fait défaut. Nous tous, hein. Nous écrivons pour écrire, nous sommes pressés de publier. Il n'y a pas la qualité au niveau même rédactionnel, présentation du livre. En fait, on a l'impression qu'on est dans un moment où nous cherchons tous. Nous cherchons tous. Peut-être que quand nous deviendrons capables de faire de beaux livres, les enfants nous suivront parce qu'ils en auront aussi. On arrivera peut-être aussi au numérique. Voilà, ça évoluera. Mais je pense que la lecture, c'est un phénomène qui ne peut pas disparaître. Que ce soit un livre physique ou un livre numérique, les gens liront toujours parce qu'ils ont besoin de nourrir leur imagination. Merci, Madame Foss, d'avoir été des nôtres. Merci. L'entretien est terminé. C'était trop court, hein? À vous, Badinote, je pose cette question. Est-ce que l'enfant de personne déclaré comme mort d'overdose dans l'œuvre est vraiment mort? Je vous invite à lire l'œuvre pour avoir la réponse. À très vite pour une prochaine émission.